Zéro déchet au boulot. Bienvenue dans le podcast qui vous accompagne vers le zéro déchet au travail. Vous êtes sensible à prendre soin de la planète, œuvrer pour diminuer les déchets à la maison, mais au travail c'est le désastre. Gâchis de papier, d'emballage, indifférence des collègues, vous vous sentez démuni face à l'ampleur de la tâche. Alors bonne nouvelle, ce podcast s'adresse à tous ceux qui souhaitent avancer de manière positive et concrète dans une démarche de diminution des déchets en entreprise. À travers ce podcast, vous allez découvrir des exemples inspirants d'individus qui font bouger les lignes au travail, des outils concrets pour réfléchir à la démarche et même partir à la rencontre de structures qui peuvent vous aider. Allez, place au sujet du jour. Bienvenue dans la série estivale dédiée à la motivation de vos collaborateurs ou de vos collègues pour se lancer dans la diminution des déchets en entreprise. Dans cette série estivale, vous pourrez écouter des épisodes plus courts, inspirants, pour vous donner des idées concrètes d'actions à réaliser dans votre structure. Aujourd'hui, je vais vous présenter un nouvel outil de sensibilisation qui se développe un peu partout en France et même en ligne. Nous allons parler de la fresque du climat. Cette méthode de sensibilisation a été créée il y a à peu près 3 ans. Elle rencontre beaucoup de succès. Elle compte aujourd'hui près de 350 000 participants à travers le monde, 17 000 animateurs formés dans 50 pays différents. La fresque du climat est devenue un des outils de référence pour permettre aux individus et aux structures de s'approprier les changements climatiques. Cet outil est notamment utilisé auprès d'étudiants, par exemple à Sciences Po, ou auprès d'entreprises comme auprès des collaborateurs de TF1, de L'Oréal ou de la ville de Paris. Alors pour parler de cette fresque du climat, je suis ravie d'accueillir Isabelle Buzine, qui est coach, formatrice, facilitatrice et animatrice d'ateliers de fresque du climat. Isabelle, bonjour. Bonjour Sophie. Merci d'être présente aujourd'hui. Est-ce que vous voulez vous présenter un petit peu plus ? Oui, alors en fait, moi, mon métier, c'est d'accompagner des entreprises essentiellement dans leur processus de transformation et vraiment dans l'idée d'aller vers une performance durable. C'est vraiment comment est-ce qu'on fait pour allier à la fois la rentabilité quand on est une entreprise tout en prenant soin de la planète pour s'inscrire dans la durée, dans une notion de pérennité de l'entreprise. Et voilà, et donc je le fais effectivement via toutes ces casquettes, à la fois de facilitatrice, donc ça peut passer par l'animation d'ateliers pour vraiment mobiliser, fédérer les collaborateurs autour des enjeux, et en particulier l'enjeu climatique, d'où le lien avec la fresque du climat, et puis à partir de là, de se mettre en action, vraiment de se mettre dans une dynamique d'action pour identifier un petit peu déjà la vision, le cap vers lequel on a envie d'aller, et puis comment construire, quelles actions mettre en œuvre pour pouvoir transformer justement l'entreprise et aller vers des modèles plus soutenables. Merci Isabelle. Alors pouvez-vous nous présenter la fresque du climat ? Oui, la fresque. Donc la fresque, c'est un outil qui a été inventé par un monsieur qui s'appelle Cédric Ringenbach, qui se veut, on pourrait parler de serious game. Serious game, c'est-à-dire un jeu sérieux. Donc, pourquoi un jeu ? Parce qu'à la base, c'est un jeu avec 42 cartes. Pour autant, c'est un jeu extrêmement sérieux puisque le but de ce jeu-là, c'est de comprendre tous les phénomènes autour du climat, du changement climatique, à la fois les causes, les conséquences. Voilà, c'est vraiment ça le but de ce jeu-là. Donc, qu'est-ce qu'on peut dire d'autre ? Que c'est effectivement quelque chose de très sérieux dans le sens où ça s'appuie sur les données du GIEC. Donc, le GIEC, qui est le groupe des experts, en gros, au niveau mondial, de tous les experts climatiques, qui est rattaché à l'ONU. Donc, on est vraiment sur les plus grands scientifiques, climatologues, économistes, etc., au niveau mondial, qui sont des chercheurs, en fait, et qui observent ce qui se passe, qui découvrent encore des nouvelles choses et qui rédigent des rapports régulièrement. Là, il y a le dernier rapport qui est sorti, en tout cas, qui sort en plusieurs volets, parce qu'on est vraiment sur des rapports très, très costauds. Donc, le dernier rapport qui a commencé à apparaître au mois d'août l'année dernière. On est sur de la vulgarisation scientifique finalement, c'est-à-dire que ça va permettre de comprendre effectivement tout, alors peut-être pas tout, parce que pour le coup, comme c'est de la vulgarisation et qu'on est sur quelque chose de très très complexe, l'idée en fait c'est de rendre les choses accessibles, de rendre les choses accessibles et vraiment de se focusser sur les principales causes, conséquences.
Et l'idée, c'est ça, c'est vraiment de décomposer finalement, de prendre chacun des phénomènes un par un. Donc, une carte égale un phénomène. J'en sais rien, moi, par exemple, il y a la combustion des énergies fossiles, voilà, ça c'est une carte, et de comprendre, tiens, ce phénomène-là, qu'est-ce que ça engendre, et ainsi de suite, quoi. Donc, par exemple, si je prends un exemple très concret, la combustion des énergies fossiles, ça fait qu'il va y avoir plus de concentration de CO2 dans l'oxygène, et ce CO2, il va où? Et puis, ça nous permet de comprendre qu'il y a des puits de carbone qui sont, de manière naturelle, des choses qui stockent le carbone, donc par exemple les océans. Ah ben oui, mais si on stocke le carbone dans les océans, qu'est-ce qui se passe? Il y a un processus chimique qui se passe et donc ça va acidifier les océans. Et si les océans s'acidifient, qu'est-ce qui se passe? Ça va venir impacter la faune et les fleurs sous-marines, donc la biodiversité, donc tous les gens qui vivent, qui s'alimentent grâce à la biodiversité marine, etc., etc. Donc voilà, ça permet vraiment de... Voilà, on est vraiment sur de la vulgarisation scientifique, ça permet de rendre les choses accessibles, compréhensibles à tous, et c'est vraiment ça le but de la fresque, c'est de faire en sorte que tout le monde se saisisse des enjeux du changement climatique, et pour pouvoir s'en saisir, encore faut-il comprendre. Donc finalement, c'est un outil qui donne des clés de compréhension sur l'état du climat, si je comprends bien. Concrètement, ça se passe comment? Quelle est la durée? Elle s'adresse à qui? Une séance, ça se déroule comment concrètement? Alors, je vais peut-être commencer par parmi toutes les questions, ça s'adresse à qui? Ça s'adresse à tout le monde, en fait, vraiment, enfin tout le monde, dès lors qu'on peut comprendre, en sachant qu'il y a aussi une version pour les plus jeunes, donc il y a une version junior. On peut jouer à la fresque du climat à partir de 9 ans. Pour les 9-14 ans, il y a une version junior. Pour des publics effectivement un petit peu plus, on va dire, ados et autres, on peut simplifier en enlevant quelques cartes qui sont peut-être un tout petit peu plus complexes, mais en réalité, voilà, ça s'adresse vraiment à tous. Ça, c'est la première chose. Comment ça se passe? Alors, ça dure 3 heures. Il y a une première partie. Donc, on est sur, oui, ce que je n'ai pas dit, c'est que ça se joue de manière collaborative. Donc, le principe, c'est vraiment de s'appuyer sur l'intelligence collective du groupe. Et dans un groupe, donc ça se joue par petits groupes, on va dire de 6 à 8 personnes maximum, sachant que quand on est animateur, on peut animer plusieurs fresques en parallèle, voilà, pour ceux qui seraient intéressés, qui se disent, ah bah ouais, mais nous, moi dans mon entreprise, on n'est pas 6, on est 20. Dans ces cas-là, voilà, soit on vient à plusieurs fresqueurs, on appelle ça des fresqueurs, les gens qui animent la fresque, soit on co-anime plusieurs tables en même temps, en parallèle. En tout cas, voilà, l'idée, c'est que ça s'appuie sur l'intelligence collective du groupe déjà, et donc on part du principe que il y en a toujours qui savent un peu plus que d'autres, il y en a qui ne savent pas, et puis peu importe, et chacun va émettre des hypothèses, ils vont réfléchir ensemble. En fait, ils découvrent des cartes, et à chaque carte qu'ils découvrent, donc ça c'est la première partie du jeu, c'est on va reconstituer. L'idée, c'est de venir remettre les cartes dans l'ordre. Donc, on démarre, on a des lots, on ne distribue pas les 42 cartes d'un coup, on va distribuer une dizaine de cartes à la fois. Et puis, voilà, avec cette première dizaine de cartes, ils regardent les cartes, il y a des titres, il y a des petits graphiques, voilà, et c'est d'essayer de comprendre ce que racontent ces cartes-là. Et vraiment, la consigne, c'est de remettre les cartes dans l'ordre, des causes vers les conséquences. Et puis, à un moment donné, on va commencer à faire des flèches entre tout ça, parce qu'on se rend compte finalement que tout est interconnecté. Il y a vraiment une dimension systémique et voilà, et avec ce qu'on appelle des boucles de rétroaction, c'est-à-dire que des phénomènes vont venir en alimenter d'autres, etc. Donc voilà, c'est ça l'idée, c'est remettre les cartes dans l'ordre, faire les flèches pour vraiment comprendre, mais voilà, on comprend en expérimentant, en jouant, en discutant tous ensemble sur c'est quoi finalement effectivement ce qui se passe et c'est quoi le bon ordre, donc d'où l'intelligence collective. Et puis à chaque fin de lot, donc on distribue les cartes, une dizaine de cartes par une dizaine de cartes, on fait un petit débrief. Donc, en gros, l'animateur, il est là il n'est pas là pour dire c'est ça l'ordre. Enfin, c'est absolument pas quelque chose de descendant. Du coup, c'est vraiment les participants qui eux-mêmes réfléchissent et se disent tiens, on pense que c'est ça. Et puis, à la fin de chaque lot, il y a un petit débrief où l'animateur demande aux participants d'expliquer un petit peu comment ils voient les choses, qu'est-ce qu'ils pensent. C'est quoi pour eux le bon ordre, etc. Et puis, si jamais ils se sont trompés, dans ce cas-là, moi, je les interpelle. Voilà, c'est bon, mais vous pensez est-ce que vous êtes sûr que c'est ça? Est-ce qu'il n'y aurait pas autre chose, etc. Voilà, on discute. Et donc, ça leur permet de s'approprier vraiment et de comprendre ce qu'il en est. Et on déroule comme ça lot par lot. On ajoute clairement de l'eau dans le volume global de la baignoire. Donc là, ça fait monter le niveau de l'eau. Et ça, c'est à peu près pour 50% à l'heure actuelle, l'effet. Les autres 50%, en ordre de grandeur, bien sûr, c'est la dilatation de l'eau. La dilatation de l'eau, le meilleur exemple que j'ai trouvé pour l'expliquer, c'est un thermomètre. Pourquoi ça se dilate de l'eau? On ne le voit pas. Quand on fait chauffer l'eau, on ne voit pas que ça monte. On voit que ça bouffe au bout d'un moment, c'est tout. On le voit dans un thermomètre, les vieux thermomètres, où on voit le rouge qui monte. C'est tout simple, c'est le liquide à l'intérieur. C'est un liquide à base d'alcool, c'était du mercure.
qui prend plus de place quand il fait plus chaud. Donc il monte le long là où il y a de la place, pardon. Ça va pour la notion de dilatation? Donc c'est ces deux effets combinés qui font que ça fait monter le niveau de l'eau. Effet très lent parce qu'on a expliqué que l'énergie est beaucoup. C'est très lent, ça capte beaucoup d'énergie, mais ça va très lentement mais assurément. Ok. Ça va? Ça, c'est depuis Nice. Donc ça, c'est une première grande partie où on est vraiment dans la reconstitution de la fresque. C'est pour ça qu'on parle de fresque. C'est on reconstitue, on remet les cartes dans l'ordre. Ça se joue à plat sur une grande table, on va dire une table qui fait à peu près 2 mètres de long. Ça peut se jouer au mur directement. Ensuite, on a une petite partie, donc il y a du débrief. Il y a une petite partie sur les émotions. C'est-à-dire qu'après avoir fait la fresque, après avoir tout reconstitué, on va leur demander de donner un nom à la fresque, de venir faire des petits dessins, etc. Un titre. L'homme et sa fin. Tu disais quoi? L'homme a faim, Ah. la faim, F-I-N. Ah, on peut faire un petit jeu de mots, ouais, pas mal. Un jeu de mots, ouais. Si. C'est beau. Ouais, j'aime bien. Puis après, j'ai associé souvent, il a faim à plus de confort, il a faim à plus de, voilà, de sécurité ou autre qui génère après tout ça, quoi. Pour amener un petit peu peut-être un peu de fun, j'ai envie de dire, d'essayer aussi de ramener quelque chose de peut-être moins pesant, parce que c'est quand même, voilà, pour beaucoup de participants, ça peut être aussi une grosse prise de conscience, et c'est pas forcément gai en soi, même si on passe un bon moment, puisqu'on est dans du partage. Du coup, ensuite, on a un petit temps sur les émotions, donc là, voilà, où chaque participant va pouvoir, en tout cas, c'est entre eux, par petits groupes, c'est OK, là, maintenant qu'on a fait cette fresque-là, voilà, comment je me sens, qu'est-ce que ça génère en moi en termes d'émotions, et puis tout est OK, j'ai envie de dire, il y en a certains qui ont peut-être été un peu dans le déni par rapport à tout ça, d'autres qui vont se sentir hyper gonflés à bloc en disant bah ouais, mais alors voilà, c'est génial, moi ça me donne plein d'énergie, j'ai envie de mettre en œuvre plein de choses. Bon, il y a vraiment tout type de réaction. Et puis on termine par une partie d'échange plus concrète, plan d'action. Donc là, il y a un petit temps où nous, en tant qu'animateurs, on parle des accords de Paris, on parle de l'objectif des accords de Paris qui est d'atteindre la neutralité carbone en 2070, 2050 à l'échelle de la France pour pouvoir limiter la hausse du réchauffement climatique à plus de 2 degrés à la fin du siècle. Et l'idée, c'est que, ayant en tête ça, ayant en tête aussi, moi généralement, mais on le fait à peu près tous, les fresqueurs, on partage aussi quelques chiffres par rapport à l'empreinte carbone. L'empreinte carbone, c'est voilà, chacun, nous, en tant qu'individu, en moyenne, c'est quoi combien on dégage de CO2, puisque l'enjeu, il est là, il est de réduire notre empreinte carbone. Partage quelques chiffres, quelques ordres de grandeur pour les avoir un petit peu en tête, entre les transports, l'alimentation, etc. Et à partir de là, il y a une petite partie de brainstorming sur, OK, tiens, c'est quoi les idées d'action qui nous viennent en tête, à la fois action individuelle, pour aussi se réfléchir soi par rapport à soi-même, sa vie, mais aussi action collective, parce que sinon, effectivement, comment dire, et puis parce que la réponse, ça viendra des deux côtés, quoi. Donc, c'est effectivement de réfléchir à tout ça. Et donc, de se mettre dans une dynamique d'action, c'est-à-dire qu'il y a vraiment un temps 1 qui est « je comprends, je prends conscience ». Pour beaucoup, il y a de la prise de conscience, parce que même si on a conscience, une fresque, ça permet vraiment, je vois toujours moi-même des gens qui sont déjà assez connaisseurs, voilà, il y a des choses qu'ils comprennent encore avec plus de profondeur finalement. Voilà. Et donc après la prise de conscience, c'est la mise en action finalement. Comment moi j'ai envie de me responsabiliser, j'ai envie de dire par rapport à tout ça, quoi. Et comment moi à mon niveau je peux agir et faire ma petite part de colibri. Il semble que c'est fait partie des actions qu'ils pourraient entreprendre. Donc là, vous avez dit manger local, manger bio. Il y a certains végétariens. Vous avez un ordre d'idée du gâchis alimentaire en France, en proportion, en pourcentage? C'est énorme. Est-ce que c'est plutôt 5%, 10%? C'est plus. C'est 20%. On a 30%. Ah. Donc déjà, si on faisait moins de gâchis, ça résout une partie du problème. Et il faut savoir que 80% des terres cultivées sont consacrées à l'alimentation du bétail, qu'on mange après. Donc dans un idéal qui n'est pas forcément souhaitable, chacun souhaite ce qu'il veut, si on annulait la viande, on récupère déjà ces 80%. On lève un paquet de problèmes. Mais après, il faudra aller de toute façon vers moins de ce qui fait le plus, c'est-à-dire la partie carnée. Ouais, donc ça déjà, j'ai hyper réduit la viande aussi. C'est chouette, intéressant. Vous avez animé plusieurs ateliers auprès d'entreprises.
Qu'est-ce qu'il en ressort de ces ateliers? Pourquoi est-ce qu'une entreprise pourrait faire appel à vos services, par exemple, en tant que fresqueuse? Bah, l'intérêt, pour moi, c'est ce que je viens d'aborder, c'est-à-dire qu'il y a une vraie il y a quelque chose de l'ordre d'un déclic, quoi, qui peut vraiment se passer. Je pense que l'intérêt et la puissance de la fresque, en fait, c'est qu'on est sur un outil, on est dans l'expérience, on vit une expérience. Quand on vit une fresque, on vit une expérience. On n'est pas là en train d'écouter ou de lire un article, un énième article, ou d'entendre quelqu'un à la radio qui parle du dernier rapport du GIEC, et pour autant, enfin, pour moi, il faut le lire, hein, mais ce que je veux dire, c'est qu'on n'est pas dans quelque chose de descendant, d'intellectuel, qui peut un peu nous passer au-dessus, d'être dans le jeu, d'être dans, ok, je prends les cartes les unes après les autres, je me pose les questions, enfin, on est finalement, c'est de la pédagogie active, quoi, hein, tout simplement. Et donc, en ça, c'est assez puissant parce que ça permet, moi, ce que j'observe, c'est que c'est des vraies prises de conscience, et du coup, des prises de conscience qui donnent envie de s'engager, qui donnent envie de se mobiliser, en fait. Donc, oui, l'intérêt pour une entreprise, ben c'est ça, j'ai envie de dire, une entreprise qui a envie de mobiliser ses collaborateurs autour du changement Le climatique. déclic. C'est le déclic, donc ça peut être des équipes RSE, mais pas que. Enfin, on voit tout type de demandes. Moi, ça m'est arrivé dans des boîtes plus petites où c'était carrément au niveau de la direction. Ils disaient oui, pour nous, voilà, on veut aller vers ces sujets-là. On pense que la fresque, ça peut être un bon outil effectivement pour faire prendre conscience aux collaborateurs et puis pour donner le sens aussi. C'est ça aide à donner le sens finalement. Parce que parfois, il peut y avoir des convictions qui sont portées soit par le dirigeant, soit par une, deux, trois personnes dans l'entreprise, voilà, ou un responsable RSE qui un peu souvent s'épuise dans l'entreprise. Voilà. Et là, l'idée de vivre une fresque, tout de suite, on crée de la mobilisation et de l'engagement, quoi. Et donc, tout est beaucoup plus facile derrière. Et vous avez pu constater cette mobilisation post-fresque? Il s'est passé des choses après des entreprises que vous suivez? Alors, moi, ce que je fais, c'est que quand j'interviens en entreprise, généralement, je ne fais pas que la fresque parce que je pense que ça ne suffit pas. Et que, donc, moi, généralement, ce que je propose, c'est de faire suivre ça d'ateliers en intelligence collective. Je suis, parce que c'est mon métier, voilà, moi, je suis facilitatrice en intelligence collective. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que je suis là pour, entre autres, hein, mais en tout cas, le facilitateur, il est là pour faire émerger, quoi, pour faire émerger. Ça peut être créer de la mobilisation, de l'engagement, mais c'est aussi imaginer, réfléchir à des solutions. On est voilà, beaucoup c'est ça, un brainstorming, idéation, et puis pour derrière dérouler et aller jusqu'à la mise en œuvre. Donc, vous utilisez la fresque comme un déclic et après vous suivez l'entreprise à cheminer. C'est ça, pour moi c'est la première étape. C'est ça. Ouais, c'est intéressant. Si une structure souhaite démarrer une fresque, comment elle s'y prend concrètement? Elle vous contacte, elle contacte le site internet des fresqueurs. Alors, pour information, vous êtes plutôt situé en métropole lilloise, mais je pense que vous intervenez un peu partout en France, voire à l'international. Mais en fait, en gros, j'imagine comme il y a énormément de fresqueurs qui ont été formés, comment une entreprise peut-elle avoir accès à cette proposition? Alors, des fresqueurs, oui, il y en a partout en France. Il y en a dans le monde entier maintenant, des fresqueurs, puisque la fresque elle a été traduite dans 35 langues. Hein, donc, l'idée, c'est vraiment de diffuser le plus largement possible. Donc, oui, moi, j'interviens avec plaisir. Ça, il suffit voilà, de me contacter moi directement. Ou bien, effectivement, d'aller tout simplement sur le site de la fresque du climat, lafresqueduclimat.org. Et là, de contacter la fresque tout simplement pour avoir des contacts dans sa région. Voilà. Après, c'est une association. Hein, la fresque du climat est une association. Donc, il y a vraiment deux modèles. Moi, en tant que fresqueuse, effectivement, j'interviens à la fois bénévolement dans un cadre, par exemple, nous ici sur la métropole lilloise, voilà, il y a des fresques tous les jeudis soirs à la Maison régionale de l'économie solidaire. La MRES. La MRES. C'est tous les jeudis soirs de 17h à 20h et voilà, toutes les dates sont aussi sur le site de la fresque du climat en fait. Puisque voilà, quand vous arrivez sur le site de la fresque du climat, que vous voulez faire une fresque en tant que particulier, il suffit de choisir sa région et là il y a des je ne crois pas qu'on choisisse sa région d'ailleurs, toutes les propositions sont là si je me souviens bien. Bref. Donc en tout cas, on intervient à la fois voilà, à titre bénévole auprès de particuliers. Et souvent, moi, c'est ça, parce que souvent, moi, des gens d'entreprise, quand ils me contactent pour faire une fresque, ils disent « Ouais, bon, mais en même temps, j'aimerais bien déjà la vivre moi avant de la proposer à mon entreprise. » Et donc, souvent, moi, ce que je leur dis, c'est « Ok, viens faire une fresque du climat à la MRES. » Pour moi, mes clients qui sont là dans la région lilloise.
On en reparle après. Voilà, il y a aussi parfois cette envie déjà de tester par soi-même. Il y a aussi des fresques en ligne, hein. On le fait en ligne, on l'a beaucoup. Moi, j'ai beaucoup fresqué en ligne pendant le confinement, forcément. Voilà, on s'appuie sur des outils, on s'appuie sur Mural, qui est une plateforme digitale comme un espèce de grand tableau blanc et que les participants s'approprient très, très bien. Donc, ça se passe bien. Donc, on va sur le site de la Fresque du Climat. Voilà, donc on peut participer en tant que particulier et là ça coûte 10 € par personne et nous, on intervient en tant que bénévole. Ou après, pour les entreprises, effectivement, là, il y a un modèle où on facture. On reverse à chaque fois, nous, on reverse 10% à l'association de la Fresque du Climat, ce qui permet à l'association de continuer à vivre parce qu'il y a quand même des salariés, il y a beaucoup de communication, etc. Et donc, voilà, moi, effectivement, oui, je me déplace partout. Bon, après, je pense que c'est peut-être plus écologique de faire intervenir des personnes qui sont proches des participants. Bien sûr. Voilà, donc pour la métropole lilloise, donc vous pouvez me contacter, sinon sur le site. Voilà. Et puis, effectivement, juste pour compléter là-dessus, hein, il y a aussi un autre modèle qui est comment dire, soit c'est une fresque ponctuelle, et là, je trouve que c'est intéressant de faire appel à un animateur, voilà, comme moi et comme plein d'autres. Soit après, il y a aussi des entreprises pour qui c'est vraiment un enjeu et qui disent moi, je veux former tous mes collaborateurs, enfin, je veux que tous mes collaborateurs vivent une fresque du climat et je n'ai pas 20 collaborateurs, j'en ai 200, 500, 20 000. Quoi. Et c'est le cas d'EDF, hein, par exemple, c'était le choix d'EDF. Et donc là, ils forment, en fait, il y a des fresqueurs en interne, il y a des gens qui se sont formés. Et là, c'est un modèle de déploiement en interne via des collaborateurs en interne. Et justement, qu'est-ce qui vous a amené à ce format-là? Qu'est-ce qui a fait que vous êtes devenue animatrice de Fresque du Climat? J'ai vécu une fresque. J'ai fait une fresque en tant que participante. Alors, qu'est-ce qui m'a amenée là? Juste parce que voilà, moi, c'est des sujets qui m'intéressent, voilà, j'ai une vraie préoccupation pour la planète. J'avais l'envie de comprendre un petit peu plus. J'ai entendu parler de la fresque. J'ai fait une fresque. Et à la fin de la fresque, j'ai dit, OK, moi, je veux devenir animatrice de la Fresque du Climat parce qu'en fait, cette dernière partie de réflexion, de plan d'action, en tout cas, la petite partie plan d'action, on termine en disant, OK, bon, et alors si vous preniez, ça serait quoi votre action, enfin individuellement, au nombre de participants, tiens, votre action aux uns aux autres, ça serait quoi si vous deviez choisir une action que vous avez envie de mettre en place dans votre vie? Et moi, mon action, c'était une évidence. Je me suis dit, mais j'ai envie de devenir animatrice. J'ai trouvé ça tellement puissant. Et donc, la semaine d'après, je me formais et 15 jours après, j'animais ma première fresque. Voilà. Voilà. Les idées que vous avez proposées, vélo, proximité, fluvial et ferroviaire, donc transport de marchandises, réduire l'autosolisme, bien. Créer des panneaux solaires éco-conçus, mettre des panneaux solaires sur les toits et des voitures, des avions, panneaux éco-conçus. Se déplacer à pied, transport en commun. Qui a envie de discuter de ce qui a été mis? Wow, efficace. Et alors, si on veut justement devenir animateur, ça prend combien de temps? Quel est l'investissement argent-temps pour pouvoir se former à la fresque? Alors, très léger, très léger, hein, puisque le but, c'est effectivement qu'il y ait un maximum de personnes qui soient animateurs de la Fresque du Climat pour déployer le modèle. En gros, pour devenir animateur, il suffit, entre guillemets, d'assister une fois en tant que participant, de vivre une fois l'atelier en tant que participant. Et ensuite, on le revit une deuxième fois, donc c'est 2 fois 3 heures, tout simplement. On le revit une deuxième fois avec un formateur, où là, on va faire le jeu un petit peu en accéléré. Et le formateur va venir faire le focus sur justement c'est quoi les cartes. On revient sur les cartes peut-être un petit peu plus complexes pour bien comprendre, bien comprendre la partie peut-être un peu plus scientifique. Mais encore une fois, c'est vraiment de la vulgarisation. On n'est pas des experts, quoi. Moi, je ne suis pas scientifique. Enfin, si, j'ai fait un bac scientifique, mais en réalité, je ne suis pas vraiment une scientifique. Est-ce que ça nécessite d'avoir des connaissances fines sur les enjeux climatiques, sur les bilans carbone, ce genre de choses? Non, alors bilan carbone, non, clairement non. Après, tout ça, c'est du plus, j'ai envie de dire. En fait, il y a vraiment, on dit chez les fresqueurs, hein, il y a des fresqueurs qui vont avoir le minimum de connaissances et qui vont être plutôt sur vraiment… le minimum du minimum, c'est d'être capable de parler de chaque carte, et d'expliquer chaque carte si à un moment donné, il y a un participant qui ne comprend pas. Et après, on a des fresqueurs beaucoup plus experts
mais qui ne vont pas intervenir auprès des mêmes publics. En fait, un fresqueur expert va peut-être plus intervenir auprès justement de responsables RSE, de publics, de scientifiques, d'ingénieurs, etc. Où là, il y a vraiment besoin. On peut être challengé. Enfin, on nous pose des questions et alors après, on a le droit aussi de dire je ne sais pas. Enfin, voilà. Et de revenir vers les participants après. En fait, c'est vraiment une posture plus de facilitateur pour le coup, d'animateur et pas d'expert. Pour autant, il faut quand même comprendre chacune des cartes pour juste être capable de répondre aux questions. Ce qui est super là, avec la fresque du climat et l'association, c'est qu'il y a tout un travail qui a été fait d'outils. En fait, quand on devient fresqueur, on n'est pas livré à soi-même. Il y a plein d'outils, tout est en open source. Il y a un wiki, en fait, il y a un wiki propre à la fresque avec pour chaque carte au moins deux pages de contenu, des ressources pour aller plus loin, pour creuser, etc. Et donc, voilà, libre après à chacun d'aller approfondir s'il en a envie. Et en fait, quand on rentre là-dedans, bien sûr, oui, on a envie d'approfondir. Ça se fait en fait naturellement, mais je pense que quand on devient fresqueur, il y a cette curiosité de toute façon qui est là. Et puis, ça donne un réseau, si j'ai bien compris, un réseau ressources. Vous échangez entre vous, entre fresqueurs. Oui. Ouais. Ah oui, carrément. Oui, tout à fait. Enfin, alors, nous, en tout cas, au niveau on est structuré après par région. On a des référents au niveau de chaque région. Et c'est vrai que nous, dans le Nord, le réseau est très dynamique. Après, je ne sais pas comment c'est dans les autres régions. En tout cas, nous, dans le Nord aussi, très, très dynamique. Et oui, on s'échange énormément de ressources. Et en fait, on est tous, c'est que des gens qui sont passionnés par ces sujets-là, tous avec des expertises différentes. Mais donc, on va s'échanger des articles du type, j'ai vu ce matin passer un article sur du pétrole à base d'algues, on va s'échanger des choses sur, par exemple, le ciment qui est extrêmement polluant, voilà, des ressources du type, tiens, une start-up dans les Landes, je crois, qui vient de créer un ciment à base d'argile crue. Et donc, qui est neutre en carbone, en fait, un ciment, voilà, ce qui est extraordinaire, quoi, sachant que c'est 5% des émissions mondiales de CO2, le ciment. Donc, on s'échange plein de ressources. Et en fait, de ce fait-là, oui, on apprend en permanence, on continue à apprendre, quoi. C'est chouette. Et vous avez une idée du coût que représente ce type de formation? Il y a des prises en charge possibles? Alors non, le coût, c'est rien, c'est gratuit, en fait. Oui, pardon, j'ai parlé du temps. Ah oui. Donc, le temps, 2 fois 3 heures. Une fois, je vis l'atelier en tant que participant. Une fois, je vis l'atelier en tant que futur animateur. Et donc, on décrypte les cartes. On parle de la posture aussi. On parle de toutes ces choses-là. Et puis après, on se lance. Et on se lance généralement auprès de son cercle proche d'amis, en terrain connu. Et puis voilà. Et puis après, on grandit, quoi, j'ai envie de dire. Mais non, ça ne coûte rien. C'est gratuit. En fait, c'est bien ça le modèle. C'est du bénévolat, en fait. Tous les formateurs sont bénévoles. Mais vous êtes nourri par tout ce que vous apprenez, les rencontres, et puis aussi les bonnes pratiques que vous mettez, les déclics finalement que vous créez autour de vous. Donc, ça fait du bien. Pour une dernière petite question, si je ne me trompe pas, vous avez parlé d'autres formats de fresques du climat. Donc, si j'ai bien compris, il y a une version junior. Est-ce qu'il y aurait d'autres formats de cette fresque du climat? Alors, il y a une version junior, effectivement. Il y a une version expert. Il existe la fresque expert. Il y a une centaine de cartes. Donc, là, on passe de 42 à 100. On va beaucoup plus en détail Et ça, c'est plus pour les fresqueurs, en fait. C'est aussi une façon de se nourrir et d'enrichir ses connaissances. C'est de voir que derrière ces phénomènes-là, en réalité, il y en a encore plus que ce qu'on imaginait. Donc, il y a aussi une fresque expert qui se joue pour le coup, ça peut durer 5-6 heures. On fait l'auberge espagnole avec parce que ça dure longtemps. Et puis après, alors, ce n'est pas des versions de la fresque du climat, mais en réalité, ce qui se passe, c'est que la fresque, elle fait des petits. Donc, la fresque du climat, moi, je trouve qu'elle est chouette parce qu'elle plante vraiment le décor global. Et après, oui, il existe plein d'autres fresques, en fait, mais qui ont été menées par d'autres collectifs. Donc, par exemple, la fresque des déchets, quand on parle de zéro déchet, que je n'ai pas faite. Je ne peux pas en parler, mais j'en ai entendu du bien. Il y a la fresque de la biodiversité, il y a la fresque du numérique. On n'imagine pas toute la pollution autour du numérique, ça c'est hyper intéressant parce que c'est invisible pour le coup. Et donc, c'est très, très intéressant parce qu'il existe la fresque des océans, la fresque de la construction. Justement, on parlait de ciment, etc. Et donc, ça, c'est très intéressant parce que justement, après, pour des entreprises, moi, ce que je conseille toujours, c'est de démarrer par la fresque du climat. Je trouve que la fresque du numérique pour une entreprise, elle est hyper intéressante parce qu'on a tous, sauf à être dans des métiers très manuels, mais enfin, on utilise quand même beaucoup l'outil numérique dans les entreprises. Et puis après, ça peut être intéressant de compléter avec d'autres fresques éventuellement selon le secteur d'activité. Exemple, voilà, si je m'appelle Rabou du Tilleul, et faire une fresque de la construction, ça fait sens. Voilà, plein d'autres types de fresques, quoi. Super. Écoute, Isabelle, merci pour notre échange très enrichissant. Vous m'avez vraiment donné envie de creuser cette question de fresque du climat. Alors, pour les nordistes, si vous voulez participer à un atelier fresque du climat, notamment avec Isabelle ou d'autres fresqueurs,
Vous pouvez vous renseigner, comme le dit Isabelle tout à l'heure, auprès de l'AMRES ou sur le site fresqueduclimat.org. D'ailleurs, pour partout en France, vous aurez l'information sur la mise en place d'une séance pas très loin de chez vous. Isabelle, un immense merci. Merci Sophie. Et je vous souhaite une excellente journée et au plaisir. Merci pour votre écoute. Retrouvez un nouvel épisode chaque mardi dès 7h du matin. Et si vous voulez suivre les publications du podcast Zéro déchet au boulot, inscrivez-vous à la newsletter et vous recevrez dans votre boîte mail l'accès à chaque nouvel épisode. Vous retrouverez le lien dans le descriptif. Je suis Sophie Free. Dans la vie, je travaille pour sensibiliser au développement durable et je parle notamment du zéro déchet. Pour cela, je propose des ateliers, des conférences, des formations professionnalisantes, un blog, Sophie au naturel, et je suis aussi auteure de livres sur le sujet. Retrouvez toutes mes informations sur le site sophie-o-naturel.fr. Au plaisir!